De autre cause parasitaire, nous avons la toxoplasmose, la toxoplasma gondii, qui survient généralement sur un terrain d'immunodépression et dont le tableau est progressif. Nous avons des signes neurologiques tels que le syndrome confusionnel de ralentissement moteur. Nous pouvons avoir d'autres signes associés tels qu'une éruption cutanée et des adénopathies. À l'appareil clinique, l'analyse du LCR permet de retrouver une glycorachie normale et une protéinorachie élevée qui est supérieure à 2 grammes par litre. Et à la numération, nous avons souvent une eosinophilie. Et toujours dans l'analyse du LCR, on peut mettre en évidence le parasite après une coloration au Grunwald Giemsa ou à travers la PCR. La tomodensitométrie cérébrale retrouve des lésions multiples en sus et sous-tentorielles et des images en cocade. Autre groupe d'étiologies infectieuses, nous avons les étiologies mycosiques telles que la cryptococcus, la cryptococcus neoformans, qui survient généralement sur un terrain d'immunodépression à VIH. À la paraclinique, nous avons toujours à l'analyse du SCN, nous avons une glycorachie abaissée, nous avons une protéinorachie élevée. Le gène est mis en évidence par la coloration à l'encre de Chine et on fait également la recherche d'antigènes cryptococcides dans le SCN. Nous avons également une candidose à Candida albicans qui survient également sur un terrain d'immunodépression en VIH. Et généralement, le tableau présenté ici est celui d'une méningite isolée ou de méningite ou de méningoencéphalique. À l'appareil clinique également, nous avons une glycorachie qui est abaissée et une protéinorachie élevée. L'examen direct au SR permet la mise en évidence en fait, des levures et on peut procéder également à une culture du SR sur le milieu de Saburo. Le deuxième sous-groupe d'étiologie concerne les causes non infectieuses. Parmi les causes non infectieuses, nous avons les maladies systémiques qui surviennent dans un cadre de maladie systémique avec une atteinte multiviscérale. Et nous avons des signes cutanés associés. Généralement, comme maladie systémique retrouvée, nous avons le lupus systémique, la granulomatose de Wegener, la sarcoïdose, le syndrome de Sjögren et la maladie de Besset. Le diagnostic paraclinique est posé ici par le dosage des anticorps. Comme autre étiologie, nous avons les étiologies carcinomateuses qui sont généralement liées aux métastases leptoméningées. Et elles surviennent justement dans un contexte de néoplasie telles que néoplasie du sein, des poumons, des néoplasies hématologiques cérébrales et aussi la notion de mélanome. Ici, la clinique est polymorphe, mais on retrouve beaucoup plus de signes d'hypertension intracrânienne. Le diagnostic paraclinique est posé ici par la présence de cellules néoplasiques dans le SRF, vu qu'elles sont, et même comme elles sont inconstantes. Comme autre étiologie, nous avons les étiologies médicamenteuses. Les médicaments incriminés ici sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène. Nous avons également l'isoniazide, le cotrimoxazole, les immunoglobulines injectés par voie intraveineuse, les anticorps monoclonaux anti-CD3 et l'aziatropine et d'autres médicaments également. Parlant de traitement, nous avons deux grands volets. Nous avons le traitement curatif, dont le but permet de stériliser. Les buts sont de stériliser le SR, d'éviter ou de traiter les complications et d'éviter également les récidives. Comme moyen, nous avons les moyens de réanimation, parmi lesquels on doit d'abord conditionner le malade en mettant une oxygénothérapie ou avec un masque à haute concentration. On met deux voies veineuses périphériques. Pour poser une sonde urinaire, nous procédons à une aspiration en cas d'encombrement et on met le patient sous scope. Comme autre moyen de réanimation, nous pouvons procéder nous avons les solutés de remplissage en cas de choc. Nous pouvons mettre également des vasopresseurs tels que la dopamine à 5 à 20 microgrammes par kilo par minute ou la dobutamine à 5 à 20 microgrammes par kilo par minute s'il y a s'il y a une défaillance cardiaque associée. Nous pouvons procéder à une intubation et une ventilation artificielle. Comme moyen médicamenteux, nous avons des antibiotiques. Bon, déjà, nous avons la pénicilline G, dont la posologie varie entre 10 à 24 millions d'unités par jour pendant 10 à 21 jours. Nous avons la moxicilline à 150 mg par kilo par jour. La gentamicine
à 3 à 5 mg par kilo par jour, la ceftriaxone à 100 mg par kilo par jour, la céphalosporine à 200 mg par kilo par jour, la doxycycline à 4 mg par kilo par jour, le cotrimoxazole, dont la posologie varie entre 10 à 50 mg par kilo par jour, ou bien à 15 à 75 mg par kilo par jour en cas de trouble de la conscience. Et on peut continuer à administrer jusqu'à amélioration clinique. Et puis, nous pouvons diminuer les doses progressivement allant de 7,5 à 37,5 mg par kilo par jour pendant 4 à 6 semaines. Comme autre moyen médicamenteux, nous avons des antituberculeux tels que l'isoniazide à 5 mg par kilo par jour, les rifampicine à 10 mg par kilo par jour, l'éthambutol à 25 mg par kilo par jour, le pyrazinamide à 30 mg par kilo par jour. Nous avons également les antifongiques tels que l'amphotericine B à la dose de 0,7 à 1 mg par kilo par jour en perfusion prolongée sur 6 à 8 heures de temps, associé à la flucytosine à 150 mg par kilo par jour à 3 à 4 perfusions. S'il y a une contre-indication à l'amphotericine B, nous pouvons mettre du fluconazole à 12 mg par kilo par jour, mais avec une dose maximum à 800 mg par jour. Ici, en une prise en 20 minutes, toujours associé à la flucytosine pendant 2 semaines. Comme autre moyen médicamenteux, nous avons les antiviraux tels que la cyclovir à 10 à 15 mg tous les 8 heures pendant 14 à 21 jours. Nous avons un trypanoside tel que le milabsorpol avec une dose initiale à 0,36 mg par kilo par jour en intraveineuse, qu'on peut augmenter progressivement jusqu'à 3,6 mg par kilo par jour à des intervalles de 1 à 5 jours pendant 1 mois. C'est un médicament qui est très toxique avec un risque de résistance qui est plus retrouvé au niveau des centres de traitement. Comme traitement symptomatologique, nous avons la corticothérapie qui est constituée de la dexaméthasone à 0,4 mg par kilo par jour ou de la prénisone à 1 à 2 mg par kilo par jour. Et ceci avec une régression progressive pendant 6 à 8 semaines. Et bien sûr, il y a le traitement adjuvant à la corticothérapie qu'on doit également associer. Comme antipyrétique, nous pouvons utiliser le paracétamol à 60 mg par kilo par jour en 4 prises. Comme anticonvulsivant, nous utilisons du phénobarbital à 5 à 20 mg par kilo par jour, le diazépam à 0,3 à 0,5 mg par kilo en intraveineux ou en intrarectal. On peut procéder également à une restriction hydrique et si justement en cas de CVD ou de CVD d'anémie, on peut procéder à une transfusion soit de pilo globulaire ou de plaquettes ou de plasma frais congelé. Parlant des indications, la réanimation est toujours de mise. Parlant de la tuberculose, on met le patient sous antituberculeux. Donc, nous avons 2 mois de phase intensive avec la rifampicine, l'isoniazide, l'éthambutol et le pyrazinamide et 10 mois avec la rifampicine et l'isoniazide. Ceci associé à la corticothérapie. On ne doit pas oublier de supplémenter la vitamine B6 pour prévenir la neuropathie qui est généralement induite par l'isoniazide à la dose de 5 mg par kilo chez les enfants pesant moins de 5 kg et de 10 mg par jour chez les enfants qui ont plus de 5 kg. Si nous constatons que la neuropathie est installée, nous mettrons la vitamine B6 à 50 mg par jour. Et avant de commencer le traitement antituberculeux, on doit procéder à un bilan pré-thérapeutique qui est composé de la fonction rénale, du bilan hépatique, de la glycémie.